Merci, monsieur le curé. Bon, je pense qu'en me levant, on verra mieux. C'est mieux comme ça, debout. Hein. Alors, pour introduire cette présentation, il convient de rappeler ce qu'est le martyr dans la tradition chrétienne. Alors, je vais m'attacher moi à vous expliquer le processus qui a permis la béatification des 51 martyrs. Et mes collègues parleront de Colbert et liront des lettres de Colbert. Voilà, le martyr, c'est le suprême témoignage rendu à la vérité de la foi. Donc, je parle à partir du catéchisme de l'Église catholique. Il désigne un témoignage qui va jusqu'à la mort. Le martyr rend témoignage au Christ mort et ressuscité, auquel il est uni par la charité. Il rend témoignage à la vérité de la foi et de la doctrine chrétienne. Alors, cette qualité de martyr, on va expliquer comment on a pu la définir en tant que telle, mais elle remonte à la plus haute antiquité de l'Église. Le premier martyr, c'est le diacre Étienne. Le diacre Étienne, qui peu avant sa lapidation, a vu les cieux ouverts avec Jésus à la droite du Père. Ce récit des Actes des Apôtres place ainsi donc la qualité du martyr qui peut voir Dieu et le saint est celui qui voit Dieu. Donc immédiatement après leur mort, les martyrs ont été honorés de manière particulière et dans les premiers siècles de l'Église, il y a eu une temporalité du martyr importante. Et au culte des martyrs s'est joint également le culte de leurs reliques. Tout à l'heure, nous irons sur la tombe de Colbert. Nous avons la chance d'avoir son corps. Hein, et c'est donc une grande grâce pour tous les habitants de Châtellerault. Mais il faut savoir que les premiers chrétiens, et on a ici le témoignage du martyr de saint Polycarpe, qui était évêque de Smyrne, selon Eusèbe de Césarée, un historien ecclésiastique, et aussi un évêque de Césarée. Il explique que ainsi nous autres avons enlevé plus tard ces ossements, plus précieux que des pièces coûteuses et plus estimables que l'or, et nous les avons placés là où c'est convenable. C'est là, autant que possible, que nous nous assemblerons donc dans l'allégresse et la joie, quand le Seigneur nous accordera de célébrer le jour natal de son martyr, et pour le souvenir de ceux qui ont lutté avant nous, et pour l'exercice et la préparation de ceux qui auront plus tard à lutter. La vie chrétienne est un combat. Le martyr donne le suprême témoignage de ce combat pour le Christ, mais nous aussi, qui cheminons, nous sommes aussi dans un combat, et honorer un martyr, c'est prendre des forces, du courage, pour nous aussi accomplir notre pèlerinage sur la terre. Donc, ce culte des martyrs remonte à la plus haute antiquité chrétienne, et le jour de la naissance au ciel du martyr est célébré dans la liturgie, surtout à partir du pape Damas. On a célébré il n'y a pas très longtemps la fête du pape Damas, c'était le 11 décembre, je crois. Et donc le pape Damas a dressé le calendrier liturgique dans lequel il a inséré les noms des grands martyrs. Hier, c'était Sainte Lucie, martyr en Sicile. Et nous célébrons donc chaque jour ces martyrs au fur et à mesure du temps. Voilà donc pour l'antiquité du culte des martyrs. Alors parlons maintenant de l'acteur, il y a un terme canonique, un acteur d'une cause, c'est une institution en tant que telle qui lance une cause. Ici, celui qui a été le postulateur de la cause, le postulateur, ça veut dire l'avocat, c'est Monseigneur Charles Molette, qui a lancé cette cause en 1988. Alors comment lance-t-on une cause? De quoi a-t-on besoin pour
déclarer qu'une personne est martyr. Nous avons ici un extrait d'une lettre du pape Benoît XVI qui nous dit « Il faut certainement établir des preuves irréfutables de la disponibilité aux martyrs ». Et ça, mes collègues vous l'expliqueront, la disponibilité aux martyrs de Colbert était particulièrement forte. L'acceptation du sacrifice sanglant par la victime, mais il faut aussi définir l'existence directe ou indirecte et moralement certaine de la haine de la foi de la part du persécuteur. Sans cet élément, il n'y a pas de martyr véritable, selon la doctrine constante, théologique et juridique de l'Église. Alors, Monseigneur Molette est un historien au point de départ de l'Action catholique. Il a, je crois, connu Jean Teinturier quand il était Jean Teinturier, c'est celui qui a été déclaré martyr hier avec Colbert et qui est originaire du diocèse de Bourges. Il a connu, je crois, Jean Teinturier quand il était séminariste à Paris. Et c'est autour de la réputation de sainteté de Jean, qui était aussi un compagnon de Marcel Callot, que l'on a voulu ouvrir la cause de ces martyrs. Et surtout, un certain nombre d'ouvrages. Alors, il y a eu donc le témoignage sur Jean, mais il y a eu aussi un ouvrage écrit par un jésuite, le père Paul Béchet, qui aurait pu être martyr lui aussi, parce qu'il a fait partie des déportés du STO comme séminariste jésuite, mais il a réchappé, il a été déporté à Flossenburg, il a réchappé à la mort. Donc, de retour en France, il a décrit dans un ouvrage qui s'appelle « Mission en Thuringe au temps du nazisme ». Il a décrit donc le départ de ces missionnaires du STO, de ces jeunes, et il a défini ce qu'il appelle un apostolat en grappe. Et beaucoup de ces jeunes, dont Marcel Callot, ont été arrêtés assez rapidement après un décret dont je parlerai un petit peu plus loin, un décret qui a permis du coup de définir l'intention du persécuteur. C'était particulièrement difficile de définir l'intention du régime nazi, comme je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Le père Molette disait dans un article il y a déjà une quarantaine d'années, c'est à cause du zèle qui les distinguait. C'est parce que parmi les jeunes chrétiens, même personnellement fervents, les 51 martyrs étaient les principaux à assurer la cohésion dans la communauté catholique. C'est parce qu'ils se dépensaient sans compter jusqu'au sacrifice de leur vie pour constituer la trame du tissu ecclésial dans l'univers sans âme où ils étaient plongés, qu'ils ont été arrêtés. Donc Colbert et ses compagnons était un des chrétiens particulièrement fervents et donc on a pu progressivement dégager ces 51 personnages. Alors, ils ont été bien documentés, mais il peut y avoir d'autres martyrs dont on n'a pas la documentation nécessaire pour pouvoir les béatifier. Parce qu'il a fallu faire un gros travail de documentation, alors, qui a d'abord été fait par Monseigneur Molette, que vous voyez ici, qui a donc collaboré avec 29 diocèses, puisque nos martyrs proviennent de 29 diocèses différents, et il fallait aussi qu'il travaille avec les diocèses allemands, parce que vous allez voir sur la carte, les 51 martyrs étaient dans des régions extrêmement différentes. Donc il a fallu donc collecter une documentation très importante. Et ensuite, donc je vous présente simplement Madame Brigitte Vacher, avec laquelle j'ai travaillé. Madame Brigitte Vacher, qui est morte il y a 2 ans, a pris la suite de Monseigneur Molette. Elle a surtout dirigé l'équipe des historiens qui a traité les dossiers. Voilà. Et je faisais partie de ces experts historiens qui ont traité les 51 dossiers. Il fallait être assez nombreux pour pouvoir les travailler. Ensuite, donc, tous ces dossiers ont été donnés au père Bernard Ardura à Rome, et c'est lui qui est devenu le postulateur romain et qu'on a vu hier à la messe présenter la cause des martyrs. Alors, qui sont ces 51 martyrs? Une petite diapositive pour les présenter. Il y a 10 prêtres, 3 séminaristes,
33 laïcs, dont 18 jossistes et notre héros Colbert en fait partie, 14 scouts et un gessiste. Vous voyez qu'ils sont partis dans des régions extrêmement différentes. Et la date de leur martyre est échelonnée. La première partie des martyrs, les premiers arrêtés, c'est le scout qui était, je crois, en République, en Saxe, numéro 1. Il est tout seul. Non, Bad Württemberg, il était là, Joël Doriac, qui a été décapité. Être décapité dans le régime nazi, c'est être considéré comme un ennemi personnel du Troisième Reich. Tous les ennemis politiques du Troisième Reich, comme les résistants de la Rose Blanche, ont subi ce supplice. Ensuite, donc, vous voyez qu'il y a ceux de la Rhénanie du Nord-Westphalie, sont 23, et puis notre héros, donc Colbert, était en Saxe-Anhalt. Vous avez tous les noms après la diapositive, les noms sont trop petits, j'ai pas pu faire plus gros, mais Colbert est donc en Saxe-Anhalt, au centre là, de l'Allemagne, au centre de l'Allemagne, pas très loin de l'endroit où vivait Martin Luther. Donc, des régions différentes, et il a fallu pour autant trouver une logique identique dans leur arrestation. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer dans les quelques minutes qui me restent. Si j'arrive à tourner ma page. Voilà. Donc la logique, comment la comprendre? La logique du nazisme et la logique aussi du cardinal Suard qui les a envoyés. Donc je disais tout à l'heure qu'il fallait deux choses pour prouver le martyr. La première, l'intention des martyrs de mourir en tant que tels comme martyrs. La seconde, c'était l'intention du régime de les mettre à mort. Alors la chance de Monseigneur Molette, ça a été de découvrir dans les années 76 un rapport, un décret écrit par le chef de l'office de l'office central de sécurité du Reich, qui s'appelle donc Ernst Kaltenbrunner. Ce décret donc fait la synthèse depuis des mois de tout un système d'espionnage qu'ont mis en place la Gestapo, on va dire pour faire court la Gestapo. Et grâce à tout cet espionnage qui a malheureusement été favorisé par l'imprudence des catholiques français, eh bien on a pu déterminer quelles étaient leurs activités, connaître leurs adresses et du coup les arrêter. La logique française et la logique allemande n'étaient vraiment pas la même. La logique du cardinal Suard, qui était donc archevêque de Paris à l'époque, était de pouvoir travailler loyalement avec les autorités d'occupation. Il avait l'illusion, comme beaucoup de Français, que c'était des gens corrects, avec lesquels on pouvait traiter d'égal à égal. Malheureusement, ça n'était pas tout à fait le cas. L'euphémisme est bien là. C'est-à-dire que toutes les informations qui ont été données ont été utilisées ensuite pour pouvoir mieux circonvenir et arrêter les prêtres et les autres laïcs qui étaient dans cette mouvance. Alors, qu'a fait le cardinal Suard, puisqu'il n'arrivait pas à obtenir pour les déportés du STO une aumônerie légale? Il a joué le jeu de la légalité le plus qu'il a pu avec les autorités allemandes, jusqu'à ce qu'il décide de faire ce qu'il appelait la solution Saint-Paul ou la mission Saint-Paul, demander à des prêtres diocésains de partir volontairement avec les gens du STO pour les entourer dans leur mission en Allemagne. Et cette aumônerie n'a jamais reçu l'accréditation des autorités nazies. Par contre, tous les documents qui ont été fournis pour pouvoir demander l'autorisation légale a servi ensuite à rédiger ce fameux décret de Kaltenbrunner, où on voit ces prêtres et cette mission Saint-Paul et le cardinal Suard nommés dans le décret, où on voit les activités des scouts et les activités de la JOC nommées comme des activités subversives qui agissent contre l'Allemagne, et au moyen de ce décret,
les autorités policières allemandes peuvent faire subir à ces différentes personnes, dont vous avez vu la géographie très complexe, peuvent les anéantir. Alors, le régime nazi agit très rarement sous la forme d'un procès ou sous la forme de... Il agit en essayant de faire comprendre qu'on mérite la punition qu'on a reçue. Donc c'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est ainsi que notre héros Colbert a été donc, lui, mis dans un camp disciplinaire, sans pour autant que mort s'en suive, mais les mauvais traitements qu'il a subis, il devait être libéré au bout d'un peu de temps, et les mauvais traitements qu'il a subis ont entraîné sa mort. Mais il y a une grande variété, parmi les 50 martyrs, une grande variété entre guillemets, de formes de mise à mort. Je vais laisser la parole à mes collègues. J'espère n'avoir pas été trop longue. Colbert Le Beau est né le 23 octobre 1922 à Pesé-le-Sec, village qui se trouve sur la route qui mène de Chauvigny à Saint-Savin. Il a été baptisé le 24 décembre 1922 en l'église de Pesé-le-Sec par le père Alfred Debain, curé de la paroisse. Son père, Célestin Le Beau, est né en 1894 à Antigny-sur-Gartempe, un peu au sud de Saint-Savin, et en 1919, il se marie avec Marie-Louise Elie. Sur l'acte de mariage, le père est déclaré cultivateur. Mais à cette époque, pour des raisons économiques, comme beaucoup d'autres familles, il quitte la campagne et la famille vient s'installer à Châtellerault. Le père a trouvé un emploi au chemin de fer et la famille habite rue Alfred Hérault. Le jeune Colbert, donc, qui a 8 ans, est alors élève à l'école Villevert. Il obtient le certificat d'études en 1934. Il est enfant de chœur à l'église Saint-Jacques et poursuit ses études au collège où il obtient le brevet élémentaire en 1938. Il est employé de banque au Crédit de l'Ouest, boulevard Blossac. Il a été embauché le 31 juillet 1939. Son père, sans doute des suites de la guerre 14-18, où il avait été gazé, décède en novembre 1938. Dès qu'il commence à travailler, Colbert choisit d'adhérer à la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, plutôt qu'au scout. Le mouvement de la JOC a été fondé en janvier 1927 par l'abbé Georges Guérin, prêtre à Clichy, et qui en devint le premier aumônier général. Il s'est inspiré d'un petit journal belge, la Jeunesse ouvrière, qui avait été créé en 1925. À Châtellerault, l'abbé Jean Chesseron, curé de Châteauneuf, adopte les méthodes du mouvement et l'organise. Il est nommé directeur du Cercle catholique en 1937. Les bâtiments du Cercle catholique ont été construits en 1893 par le chanoine de Villeneuve, curé de Saint-Jacques, avec les fonds venant de sa propre famille. Ils sont visibles encore aujourd'hui. C'est le nouveau théâtre pour la partie la plus connue. À l'étage se trouve une chapelle où le père Chesseron rassemblait les jeunes après les rencontres et les réunions. Animé d'une foi profonde, Colbert a le souci d'œuvrer pour le bien-être de la classe ouvrière. En quelques mois, il crée 3 groupes de jocistes garçons.
des groupes de jock féminines se développent aussi. À l'époque, comme dans l'enseignement, les garçons et les filles étaient séparés. Le mouvement de jock a alors un grand dynamisme en raison, entre autres, de la présence de la manufacture d'armes où les ouvriers sont nombreux. Aujourd'hui, on dirait sans doute pour la jock employée, Colbert travaille à la banque et d'autres sont dans des commerces. En 1939, à Châtellerault, ce mouvement regroupait 250 garçons et filles. Parmi ceux qui nous sont les plus connus et dont on reparlera comme témoins, on peut nommer André Doury, collègue de Colbert à la banque, Paul Perrin, Robert Ricateau, Maurice Bazin, Marcel et Pierre Miteau, Marie Berry, responsable de la jock féminine, Germaine Tessier, Madeleine Fournier, Rachel Ricateau. En 1940, le cercle catholique est occupé par les Allemands. Les réunions ne peuvent plus s'y tenir. Il leur faut trouver discrètement d'autres lieux et braver le couvre-feu. Colbert devient responsable fédéral et avec 9 autres Châtelleraudais, en 1941, il participe au congrès régional du mouvement à Niort. Alors, comme ma collègue vous l'a expliqué, Colbert Lebeau fait partie de tous ces jeunes qui ont été requis pour aller travailler en Allemagne à partir du début de l'année 1943. Mais il est important au niveau historique de bien situer le contexte de ce travail obligatoire en Allemagne. Ce fut d'abord une vaste propagande lancée par le gouvernement de Vichy pour inciter des jeunes volontaires, au départ, à aller travailler en Allemagne, un travailleur parti, 3 travailleurs partis, plus exactement, excusez-moi, et un prisonnier de guerre rentré. Mais cette propagande était illusoire, bien sûr. Elle ne fonctionne pas très bien dans le département de la Vienne. Et le gouvernement de Vichy, dans le cadre de la collaboration économique avec l'Allemagne nazie, met en place toute une série de lois. Et il est important de bien les avoir en tête pour comprendre le phénomène, dont a été victime Colbert Lebeau et bien d'autres. D'abord, la loi du 4 septembre 1942. Ce sont les premières réquisitions qu'on appelle aussi, les historiens, la relève forcée ou la relève obligatoire, dite action Sauckel, du nom du directeur de la main-d'œuvre nazie, qui travaille sous les ordres donc d'Hitler. La deuxième loi importante, c'est celle dont va être victime Colbert Lebeau, la loi du 16 février 1943, qui institue le STO, Service du travail obligatoire. C'est dans le cadre de cette loi que des centaines de milliers de Français vont partir travailler en Allemagne. Et la troisième, c'est important de la comprendre, de la connaître, en tout cas celle-ci. Elle date du 1er février 1944. Elle étend le service du travail obligatoire en âge et aux femmes. Plus de 650 000 travailleurs français. Dans l'état actuel des recherches, vous savez que la recherche historique progresse en permanence, dans le cadre de l'application de la loi du 16 février 1943, 650 000 travailleurs français sont transférés vers le Reich. La France est le premier travailleur fournisseur de main-d'œuvre qualifiée. Et dans tous les départements français, dont vous voyez l'affiche là pour le département de la Vienne, affiche extraite des archives départementales de la préfecture, dans tous les départements, les jeunes des classes d'âge désignées 1920, 1921, 1922 doivent se faire recenser, sous peine de perdre leur titre d'alimentation, et doivent se présenter à une visite médicale. Dans l'état actuel des recherches, 800 Châtelleraudais partent en Allemagne. Les départs se déroulent par convoi, et il s'avère que Colbert Lebeau figure dans l'un des premiers convois à la suite de la loi du 16 février.
Il part le 8 mars 1943 de la gare de Châtellerault. Le trajet, c'était gare de Châtellerault, gare de Poitiers, Paris. Il y avait un grand centre d'hébergement à Paris. Et ensuite, les travailleurs étaient répartis dans les différents landers, comme ma collègue vous l'a expliqué. Nous avons la chance d'avoir des sources exceptionnelles concernant la vie de Colbert-Lebeau. Et ces sources sont liées à l'élégance et au souci de conservation des familles qui ont des amis de Colbert-Lebeau. Donc voici les archives qui appartiennent à la famille Perrin, et l'ami de Colbert-Lebeau, jossiste Paul Perrin, part le même jour, et il témoigne. Le 8 mars 1943, nous partons, Colbert, André Doury et moi, et bien d'autres. Venant d'être père d'une petite fille, c'est Colbert qui me soutient, et il me remonte le moral, alors que lui-même a laissé sa maman seule. Vous vous souvenez, le papa est décédé l'année qui précède la guerre. À Paris, sur le quai de la gare, on débouchait une bouteille que nous avait donnée l'aumônier, le père Chesseron. Et ce fut la séparation. Après une forte poignée de main, peut-être même une embrassade, il prenait la direction de la Thuringe. Colbert-Lebeau était au départ entre Thuringe et la Saxe-Anhalt, et moi de la Poméranie. Témoignage de Paul Perrin. Voici le trajet que suit Colbert en Allemagne. Il est affecté avec son ami de la banque, André Doury, à Mecheln, près de Leipzig, en plein cœur du Reich. Vous avez ici la carte du Grand Reich en 1942, donc entre Thuringe et Saxe-Anhalt. C'est une carte plus précise pour localiser l'hébergement, le camp d'hébergement. En général, ces travailleurs oscillaient entre le lieu de leur hébergement et l'usine. Vous allez voir l'usine où travaillait Colbert-Lebeau, ou du moins une usine qui y ressemble. Donc ces travailleurs sont affectés en général dans les usines du Reich. Pour beaucoup d'entre eux, pour fabriquer des pièces de chars. Ici, vous avez une usine qui fabrique des pièces de Panzer. Malheureusement, nous n'avons pas de photos suffisamment claires à vous présenter sur l'usine de traitement du charbon où travaillait Colbert-Lebeau. Mais nous avons les témoignages écrits. Colbert témoigne de son travail dans des lettres qu'il envoie à ses amis. Voici ici une lettre envoyée à Robert Ricateau le 30 mai 1943. « Ce soir, je débute ma première nuit de travail. 10h30 de boulot, la nuit. Cela doit être sérieusement long à charger des briquettes de charbon. » Et il poursuit, il a écrit régulièrement. Nous avons conservé 8 lettres envoyées à Robert Ricateau. « Pour moi, la vie est toujours la même. La santé est bonne, le moral aussi. Le travail est toujours le même. Mais on en fait le moins possible. » Vous avez là la preuve de l'antinazisme. Ces jeunes ne partent pas pour travailler au service des nazis. Et nous avons retrouvé récemment, grâce à la famille Doury, qui vient de nous confier, vous voyez qu'on n'a jamais terminé de retrouver des documents, ce qui est fabuleux en histoire, donc le centre d'hébergement où était vraisemblablement logé Colbert-Lebeau. Alors il n'était pas toujours en dur, la plupart c'était des baraquements de bois. Colbert relate le quotidien à travers sa correspondance, toujours à Robert Ricateau. Ici, le 21 septembre 1943. La nourriture est supportable, à part les choux, depuis 10 jours. Mais ils nous ont fait passer un drôle de mois. Avant, c'était du jus de vaisselle. Le menu est toujours le même. Matin, un quart de jus. À 9h30, casse-croûte. 50 grammes de pâté, saucisson, boudin, fromage. Et 500 grammes de pain par jour. Etc. Il énumère tout le menu. Mais il précise, sans les colis, jamais on n'y arriverait. Il me faudrait bien 1 kilo de pain par jour. Et il précise, il percevait un pécule, un salaire, je gagne 13 francs 40 par jour, mais je dépense beaucoup pour la jeunesse ouvrière chrétienne.
Donc malgré les difficultés du quotidien, Colbert n'oublie pas son projet de départ, à savoir son engagement et son action dans un mouvement chrétien auprès de la jeunesse ouvrière. Dans une lettre à Robert du 21 juin 1943, il écrit « Ce n'est pas le moment de reculer, pas même de tenir, mais c'est l'heure d'annoncer, au moment où des centaines de mille de jeunes Français vont connaître les horreurs de la déportation. C'est l'heure de soulager les misères. C'est l'heure de soutenir des familles séparées. C'est l'heure d'apporter à tous les gars le témoignage du Christ, témoignage de joie, de paix, de charité. N'oublions pas ce mot de notre cher fondateur, en avant, plus que jamais. Il entre en relation à ce moment-là avec des prêtres devenus travailleurs civils et il organise le mouvement avec un aumônier. Dans la même lettre à Robert, il précise « Nous poussons à fond l'action. Le groupe d'amitié formidable. Une fédération se prépare. Un aumônier français est trouvé. Mais alors, c'est du boulot. Mes nuits se réduisent à 4 ou 5 heures de sommeil, car il faut tout préparer. Enquête, activité. Et je suis le seul dirigeant dans un rayon de 40 km. Sans relâche, il constitue dans la région des groupes de jeunes travailleurs. Une section JOC de München, dont Colbert Lebeau et son ami André Doury. Il continue donc sa mission sans relâche et dans une lettre du 9 juillet 1943 adressée à Marie Berry, ma mère, alors responsable de la jeunesse ouvrière féminine à Châtellerault, il écrit « Ce qu'il y a de changé, c'est l'apostolat. En effet, durant 3 mois, j'ai cherché des militants, j'ai sondé le terrain et mené une grosse action militante, tant et si bien que depuis quelque temps, j'ai lancé mon premier groupe d'amitié avec 4 bons militants et 16 membres. Le point déficient, ce sont les chefs. Il faut les former et le temps presse. Mais la Providence m'a placé là, alors qu'aucun autre dirigeant n'a pris le destin des jeunes travailleurs en main. Je plante la croix du Christ, aidé de mes camarades. C'est une mission splendide qui nous échoue. Mais n'oublie pas Châtellerault. À la fin de la lettre, il dit « J'espère que vos sections marchent. La JOC que vous avez lancée à Châteauneuf, je crois, démarre bien. » Et en poursuivant, il organise donc ces groupes selon le schéma de la JOC en France. Dans une lettre à Robert du 8 août 1943, il écrit « Dans ma vie, pas grand-chose de changé, si ce n'est le don total à la jeunesse ouvrière chrétienne. Pas un don à 90%, mais à 100%. Mon secteur est maintenant rattaché à la fédération de Halle, où je suis dirigeant fédéral. Mon secteur compte maintenant 7 sections et 3 en formation. Mais c'est du boulot, certes, mais pas par-dessus des possibilités humaines, avec la grâce de Dieu, pour me conserver ma santé. J'espère mener à bien ma responsabilité
jusqu'à notre retour, qui, je l'espère, sera assez proche. Août 43. Mais le retour n'aura pas lieu, car les nazis veillent et surveillent. Et comme vous l'a expliqué notre collègue à l'instant, les nazis vont mener donc toute une campagne d'arrestation, de surveillance d'abord, puis d'arrestation à l'encontre des travailleurs catholiques. Vous avez ici une photographie de Kaltenbrunner, Ernst Kaltenbrunner, bras droit de Himmler. C'est le second dans la hiérarchie des SS. Et c'est cet homme-là qui va écrire le décret, signer le décret qui vous a été présenté tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans les détails du décret dont ma collègue vous a parlé et qui a été un document majeur, essentiel, pour prouver la persécution des travailleurs catholiques de France. Et là, vous avez le 5e article. Il y a 7 articles dans le décret. Vous avez le 5e. Nous le lisons ensemble. Je prie de dissoudre immédiatement les groupes de l'association de la jeunesse ouvrière chrétienne dans les camps de travailleurs civils français et de leur interdire toute activité à l'avenir sous menace des mesures politiques les plus sévères. Dans la mesure où leur activité anti-allemande ou leur activité d'espionnage, éventuellement démontrée, n'exige pas qu'ils soient envoyés en camp de concentration. Mais ils le seront. Vous allez le voir. Les travailleurs civils qui se sont montrés ou se montrent encore spécialement actifs dans le sens de la JOC doivent être emprisonnés pendant 21 jours, puis envoyés, après un sévère avertissement, dans une autre entreprise, éloignée le plus possible de leur entreprise d'origine. Signé Dr Kaltenbrunner. Alors, comment nos travailleurs français, notamment Colbert Lebeau, réagissent-ils? Ils n'ont pas connaissance de ce décret, ils ne savent pas qu'ils sont surveillés. Donc, au départ, les premières lettres, nous avons 3 lettres, entre janvier et février 1944. Les 2 premières lettres, que nous n'avons pas le temps de vous montrer, ne montrent absolument aucune suspicion de surveillance. Mais celle-ci commence à devenir plus claire. Lettre à Robert Récatou, le 28 février 1944. Tu sais certainement que nous n'avons plus droit qu'à 2 lettres par mois. J'ai réussi à obtenir cette 3e, car mon camarade de chambre est parti. Tu la partageras d'ailleurs avec Roger Richard. Nous avons bien des cartes, mais nous n'en trouvons presque pas dans les bureaux et on ne peut pas mettre ce que l'on veut. Et il poursuit, et nous lisons le dernier paragraphe. Les permissions, pour nous, il ne faut pas y compter. Il y en a 4 de partis il y a 6 semaines. Alors il faut savoir qu'à cette période-là, nous sommes au début de l'année 1944, de plus en plus de travailleurs permissionnaires ne reviennent plus en Allemagne. Donc Colbert Lebeau, surveillé, est arrêté. Le 13 septembre 1944. Il est incarcéré à la prison de Halle durant 2 mois, en attendant le jugement du tribunal militaire. Il est condamné à être transféré dans un camp dit disciplinaire. Le terme, la traduction exacte en allemand, c'est un camp de rééducation. À Zöschen, le 21 novembre 1944. Alors vous allez avoir une carte plus précise. Voilà la carte des camps disciplinaires et camps de concentration, car c'est tout un système. Le système concentrationnaire allemand, ces camps disciplinaires s'inscrivent dans le système concentrationnaire allemand. Le 21 novembre 1944,
Il est transféré au camp de Zöschen, où les peines étaient très dures. Et là encore, nous avons la chance d'avoir, ou l'émotion plutôt, d'avoir le témoignage d'André Lefort, l'un de ses compagnons au camp, jossiste de Paris. Il témoigne. Les conditions de vie sont presque inhumaines. Nous sommes 32 prisonniers par baraque, bungalow, genre de baraque ronde de 5 mètres de diamètre faite en bois. L'eau passe à travers le toit. Rien pour se chauffer, pas de couverture. Nous dormons à 2 ou 5 par lit. Le travail en commando est dur, en particulier l'enlèvement des bombes non explosées dans les usines qui entourent le camp. La nourriture est infecte, mais un peu plus abondante qu'en prison. Et vous avez à côté un cliché du camp de Buchenwald, dont les chalits étaient sans doute similaires à ceux des chalits du camp de Zöschen. André Lefort poursuit. Les coups pleuvent, la mort règne, partout et toujours jusqu'au dernier jour. Il soulagera, il aidera ses camarades de misère, faisant l'admiration de tous. Colbert meurt le 3 janvier 1945 à l'infirmerie du camp. Et grâce à un autre témoin qui s'appelle Joseph de Philippis, qui a enquêté pour essayer de retrouver des corps. Vous savez que beaucoup, malheureusement, des corps ont disparu dans les fours crématoires. Certains corps ont été retrouvés ici dans le petit cimetière de Zöschen. Joseph de Philippis envoie à la maman de Colbert une lettre avec un petit paquet de terre du cimetière et les petits carnets que nous n'avons malheureusement pas retrouvés, des petits carnets de Colbert. Et au mois de décembre 1945, il envoie cette attestation de la présence du corps, de l'inhumation du corps de Colbert au cimetière de Zöschen. Dans les temps qui ont suivi, Madame Lebeau demande le rapatriement du corps. L'exhumation en Allemagne a lieu le 5 mai 1948. La mairie et Madame Lebeau sont prévenues par le service des restitutions de corps des militaires et des victimes civiles de la guerre. Le corps arrive à Châtellerault le 4 juin. Les obsèques sont célébrées le lendemain, 5 juin, en l'église Saint-Jacques. Son collègue de la banque, André Doury, qui lui-même a été requis STO dans le même camp, témoigne. C'est en souvenir de cette vie de saint que j'ai tenu aujourd'hui, devant ce cercueil, à rappeler à tous ce qu'était un militant ouvrier, à rendre hommage à sa foi chrétienne, à son idéal, à sa vie, qui pour nous restera un exemple, et que son souvenir restera toujours gravé dans notre mémoire. Je ne dis pas adieu, mais au revoir. Donc les obsèques ont lieu 3 ans et demi après son décès. Il a été inhumé avec son père au cimetière Saint-Jacques. En 1987, commence le début de la constitution du dossier de béatification par le père Jean-Pierre Jamet, alors vicaire épiscopal, et le diocèse de Poitiers. En 1992, les pères Paul Boineau, Jean-Pierre Jamet et Hubert Morin sont nommés théologiens censeurs pour la cause de Colbert Lebeau. En 1997, le père Pierre Furger est nommé vice-procurateur de la cause de Colbert Lebeau aux côtés de Monseigneur Molette.
Plusieurs événements ont rendu témoignage à la mémoire de Colbert Le Beau dans le Châtelleraudais. Le 3 octobre 1993, les salles de réunion du presbytère de Châteauneuf, 22 rue des Loges, sont inaugurées et portent désormais le nom de Centre paroissial Colbert Le Beau. Ensuite, pour le 60e anniversaire de la mort de Colbert Le Beau, qui correspond aussi au 60e anniversaire de la libération des camps de concentration, le dimanche 9 janvier 2005, en l'église Saint-Jacques de Châtellerault, une messe présidée par le père Gérard Mouchard, vicaire général du diocèse de Poitiers et ancien aumônier général de la JOC, prononce l'homélie. Après la messe, sur sa tombe, au cimetière Saint-Jacques, sont déposées une gerbe et une plaque à l'initiative de la communauté catholique. Et sur cette plaque, après les rappels historiques, la dernière phrase que Colbert avait dite avant de partir, « Il faut que je parte, les jeunes travailleurs auront besoin de moi pour résister ». Plus tard, donc le 8 mai 2017, à Pesay-le-Sec, en l'église où Colbert Le Beau donc, fut baptisé le 24 décembre 1922, est célébrée une messe présidée par Monseigneur Pascal Winzer, archevêque de Poitiers, en présence du responsable diocésain de la JOC et des jeunes du mouvement. À la fin de la célébration, à l'intérieur de l'église, une plaque rappelle le souvenir de Colbert. Cette plaque a été dévoilée et bénie. À l'extérieur, son nom a été inscrit sur le monument aux morts du village. Ensuite, en général, si je puis dire, en mai donc 2000, le pape Jean-Paul II déclare martyr du XXe siècle Colbert Le Beau et 50 autres victimes du décret nazi du 3 décembre 1943. Le 20 juin 2025, le pape Léon XIV a promulgué le décret pontifical relatif aux martyrs des serviteurs de Dieu pour une béatification. La cérémonie a eu lieu hier après-midi en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà, alors pour conclure, voilà. Voilà, Colbert est mort au camp de Tsushun avec 4 autres compagnons. Donc, j'avais également trouvé, je crois, une diapositive qui rappelait qu'un martyr est issu, une diapositive avec une citation du pape Léon XIV, un peu plus loin. Voilà. Les saints n'apparaissent pas spontanément, mais par la grâce surgissent au sein de communautés chrétiennes vivantes qui ont su leur transmettre la foi, allumer dans leur cœur l'amour de Jésus et le désir de le suivre. C'est ce que disait le pape Léon XIV aux évêques français à l'occasion du 100e anniversaire de la canonisation de Saint Jean-Eudes, Saint Jean-Marie Vianney et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc cette lettre toute récente du 28 mai 2025. Donc c'est donc dans le terroir d'ici que Colbert a grandi, qu'il a été nourri par ses parents de la foi. Il a appris du Père Chesseron à aimer, vénérer l'Eucharistie. Et donc il nous transmet sa foi aujourd'hui. Hein. Un martyr, en fait, il a un message pour chacun de nous. Et pour essayer, du coup, nous aussi, marcher un petit peu à la suite de Colbert,
En tout cas, c'est un saint qui voit Dieu, et en tant que saint, eh bien, on peut le prier, on peut lui confier nos intentions de prière. On a un petit peu de temps, parce que le cimetière, c'est à 16h. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment. Et je crois qu'il y a un autre micro. Damien va faire passer le micro. N'hésitez pas à poser des questions ou à demander des explications à ce qui a pu être dit. En tout cas, merci, mesdames. Je pense que...